Il est certain qu'Israël, pendant des années, était surtout axé sur les marchés européens et les marchés américains, mais comme le monde est en train de changer et change depuis longtemps, je pense que les décideurs israéliens ont déjà compris que l'avenir de la croissance économique se ferait probablement en Asie. Nous nous penchons aujourd'hui sur les nouveaux horizons diplomatiques et économiques d'Israël en Asie. Un sujet qui s'inscrit dans le cadre de l'embellie générale de la situation internationale d'Israël, puisque l'État hébreu entretient aujourd'hui des relations diplomatiques avec près de 170 États de toute la planète. Alors qu'elle intervient au sein d'un monde en pleine recomposition et redéfinition, cette embellie se manifeste tout particulièrement en Asie, comme l'ont montré les visites ces dernières années du Premier ministre Benjamin Netanyahou en Inde, en Chine et à Singapour, lesquelles visites ont entre autres permis d'intensifier les relations géopolitiques et économiques d'Israël avec ces pays. Israël entretient aussi, bien sûr, des liens très positifs avec d'autres pays de cette immense région, comme le Japon, le Vietnam, la Corée du Sud, la Thaïlande, et même les Philippines et l'Indonésie, si bien qu'on peut légitimement parler désormais d'un pôle d'attraction asiatique pour Israël. Alors, pour parler de ce printemps diplomatique d'Israël en Asie, en ligne avec nous, Dan Katarivas. Dan, bonjour et shalom. Bonjour, bonjour. Dan, vous êtes actuellement le directeur général pour les relations internationales et commerciales de l'Association des industriels israéliens et vous êtes aussi président de la Chambre de commerce et d'industrie Israël-Europe, le tout après avoir servi pendant 25 ans dans d'importants postes gouvernementaux traitant de la stratégie commerciale internationale d'Israël au sein de plusieurs ministères importants comme celui des Finances et celui de l'Industrie, du Commerce et du Travail. Dans le cadre de ces diverses fonctions, vous avez aussi servi à plusieurs reprises à l'étranger, notamment en tant que premier conseiller économique à l'ambassade d'Israël à Beijing, Pékin, en Chine, et aussi à Singapour, ce qui a fait de vous un spécialiste du déploiement d'Israël en Asie. Alors, une première question un petit peu sur le vif, qui est en marge ou en introduction de notre sujet, et qui a trait à l'actualité immédiate de cette semaine. On a appris que le Premier ministre Netanyahou s'était rendu en ce début de semaine à Riyad pour y rencontrer le numéro 2 du royaume saoudien, le prince MBS, pour vraisemblablement afin de discuter avec lui de l'opportunité ou de la possibilité que l'Arabie saoudite rejoigne les accords signés en septembre par les Émirats arabes unis et le Bahreïn, et ce, avant l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Alors, selon vous, puisque vous êtes aussi un observateur avisé de la scène régionale et mondiale, est-ce que ce serait positif que l'Arabie rejoigne une telle alliance, et en quoi cela améliorerait-il la position internationale et régionale d'Israël ? Écoutez, ça pourrait être une très très bonne nouvelle dans la mesure où effectivement cette ouverture des accords d'Abraham qui ont normalisé les relations avec les Émirats arabes, avec Bahreïn, si maintenant l'Arabie saoudite qui finalement est le pays clé dans la région là-bas, ça pourrait être quelque chose de très très positif pour Israël. Les considérations sont d'ordre stratégique, politique, mais économique également, dans la mesure où effectivement c'est un marché qui est un marché important où il y a des possibilités d'élargir et d'approfondir les relations économiques avec Israël, ce qui se rajoute à une ouverture vers l'Asie, puisque déjà les Émirats eux-mêmes se positionnent comme un point stratégique pour justement tout le commerce qui se fait dans le sud-est asiatique et même avec l'Afrique. Donc cela ne va que renforcer, je dirais, cette ouverture vers l'Est, vers l'Asie, et je pense que c'est une très très bonne nouvelle dans la mesure où effectivement l'Arabie saoudite rejoint les accords d'Abraham et cela va réorienter, je dirais, toute la position économique, géographique israélienne. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, justement la présence d'Israël en Asie, pouvez-vous nous situer l'importance, en quelques mots évidemment, et le rôle de ce pôle asiatique dont je parlais, qui a émergé voilà un peu plus de 20 ans, dans la stratégie diplomatique israélienne d'aujourd'hui ? Écoutez, il est certain qu'Israël, pendant des années, était surtout axé sur les marchés européens et les marchés américains, mais comme le monde est en train de changer et change depuis longtemps, je pense que les décideurs israéliens ont déjà compris que l'avenir de la croissance économique se ferait probablement en Asie, et c'est pour ça que depuis quelques années, d'ailleurs, il y a une stratégie qui se développe justement pour essayer d'approfondir et d'élargir les relations avec l'Asie, qui représente aujourd'hui, je dirais, presque un tiers du commerce extérieur israélien, mais on ne parle pas seulement de commerce, on parle d'investissement
possibles. On parle de la participation, par exemple, d'Israël à la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure qui est créée par les Chinois. C'est un continent qui est en train de prendre de plus en plus son ampleur. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le dernier accord qui a été signé, le RCEP, qui en fait regroupe et les pays de l'ASEAN et les pays du Pacifique et de l'Asie, qui crée en fait un nouveau bloc économique. Et Israël doit absolument, je dirais, se positionner face à ces changements géopolitiques, à ces changements économiques, et nous approfondissons nos relations avec les différents pays en Asie, chacun d'ailleurs ayant sa spécificité, le Japon n'étant pas le Laos ou le Myanmar, et l'Inde est un pays très important, la Corée du Sud, si vous voulez, on peut essayer de voir justement comment nous approfondissons les relations avec chacun de ces pays, mais il est certain qu'aujourd'hui, Israël, je dirais, se tourne en plus des marchés traditionnels européens et d'Amérique du Nord, se tourne aujourd'hui vers l'Asie, et c'est une très très bonne chose. Alors, pour entrer un petit peu dans le détail, à côté des deux gros poids lourds que sont évidemment la Chine et l'Inde, avec lesquels Israël entretient des relations privilégiées, notamment en ce qui concerne la Chine dans le domaine de la coopération économique et high-tech, et puis en ce qui concerne l'Inde, surtout en matière de défense et de sécurité, mais aussi en coopération économique. Quelle est la part, vous y faisiez allusion à l'instant, des pays, non pas de moindre importance, mais qui ne sont pas des poids lourds forcément, justement comme le Japon, plus récemment le Vietnam. Je crois que l'ex-président de l'État, Shimon Peres, s'était rendu au Vietnam il y a quelques années, ou même Singapour, que vous connaissez bien. Alors d'abord, je vous corrige, j'étais à Hong Kong, pas à Singapour, mais je connais quand même Singapour. Alors, très bien. Mais écoutez, le Japon d'abord est quand même aujourd'hui la troisième économie mondiale, donc il ne faut pas... le Japon est un pays très important, et c'est très intéressant de voir que justement avec le Japon, depuis quelques années, il y a un changement de politique du côté japonais, et on voit de plus en plus une présence japonaise en Israël, que ce soit dans des investissements dans le domaine justement du high-tech, et une ouverture entre Israël et le Japon, qui ont signé d'ailleurs l'année dernière un accord dans la protection de l'investissement, et je pense que le Japon est un pays qui est très important et avec lequel nous pouvons approfondir les relations. Un autre pays que vous n'avez pas mentionné, c'est la Corée du Sud, qui lui aussi aujourd'hui est une puissance asiatique importante, et avec lequel nous venons de finaliser un accord de libre-échange qui n'a pas encore été ratifié, mais qui va probablement rentrer en vigueur, je pense, l'année prochaine. La Corée du Sud est un pays qui également, nous avons, je dirais, des complémentarités entre justement les atouts qu'a Israël et les atouts qu'a la Corée du Sud. C'est un pays très important. Vous avez mentionné la Chine. La Chine est un pays problématique. Nous importons beaucoup plus que nous exportons. Les exportations israéliennes vers la Chine sont relativement limitées, dans la mesure où effectivement pénétrer sur le marché chinois est une chose qui est très difficile, pas seulement pour Israël, mais pour en fait beaucoup d'autres pays ont du mal à pénétrer sur le marché chinois. Et en plus, vous avez aujourd'hui ce réalignement, vous avez aujourd'hui cette guerre commerciale, en fait cette confrontation américano-chinoise qui met Israël en position délicate, dans la mesure où nous sommes certainement dans le camp américain, et il faut prendre en considération également, je dirais, les positions, ou je dirais savoir bien se positionner entre justement ce triangle Israël, Chine, États-Unis, en faisant très attention de ne pas brouiller nos relations avec les Américains. Nous n'avons aucune coopération d'ordre militaire avec les Chinois, et même au niveau du high-tech, aujourd'hui, beaucoup de compagnies israéliennes comprennent que si elles ont des investissements chinois, elles auront du mal à pouvoir travailler aux États-Unis. Il y a aujourd'hui une incompatibilité dans le domaine justement du high-tech entre la Chine et les États-Unis, ce qui pose des problèmes pour les compagnies israéliennes. Vous avez mentionné l'Inde qui certainement est, je dirais, je ne dirais pas que l'avenir est indien, mais certainement l'Inde aujourd'hui, avant la crise du corona, avait affiché d'ailleurs le chiffre de croissance économique le plus important parmi les pays asiatiques et même au niveau mondial. La crise aujourd'hui a ralenti, mais l'Inde se trouve en pleine, je dirais, réforme, et c'est certainement un potentiel énorme pour le marché israélien.
Il y a d'autres pays, les Philippines par exemple, le Vietnam, vous avez mentionné, le Vietnam qui lui aussi est un pays important avec lequel également nous avons entamé des négociations d'accords de libre-échange et j'espère que dans les mois à venir, cela aboutira également. Mais c'est vrai que le profil asiatique et les pays asiatiques sont très divers l'un de l'autre. Vous avez des pays qui sont développés et qui font partie du premier monde, et vous avez des pays qui sont des pays du tiers-monde, comme par exemple le Cambodge, le Laos, le Népal, etc., où là aussi, je dirais, Israël a des atouts dans la mesure où, dans tout le domaine, par exemple, agricole, nous avons des technologies qui peuvent certainement être appliquées à ce genre de pays. Nous avons des systèmes de santé, nous avons des systèmes d'éducation. Donc, je pense que là aussi, il y a un potentiel de coopération avec les pays moins développés en Asie qui vont également, je dirais, dans les années à venir, probablement faire partie de cette croissance mondiale, parce qu'il faut comprendre que la croissance mondiale, probablement, dans les années à venir, viendra plutôt du continent asiatique que du continent européen ou américain, c'est à voir. Alors justement, d'aucuns ont avancé que le XXIe siècle serait dans les prochaines décennies le centre de gravité des affaires mondiales et de la puissance économique, et que la puissance économique se déplacera de la zone atlantique vers les pays du Pacifique, au point même de qualifier le XXIe siècle de siècle du Pacifique. Alors revenons à la Chine, si vous voulez, parce que c'est quand même un pays, comme vous dites, problématique, mais qui est en même temps très présent en Israël, un pays que vous connaissez bien. Suite à la demande express de Washington d'adresser, à peine quelques mois à l'État hébreu pour qu'il gère de plus près, notamment au plan sécuritaire cybernétique et aussi des renseignements, les énormes flux d'investissements chinois en Israël dans le domaine de la construction des grandes infrastructures nationales, comme c'est le cas à présent avec les gros travaux de réfection des ports de Haïfa et d'Ashdod. Alors la question c'est, est-ce qu'Israël ne risque-t-il pas d'être acculé, vu ces tensions, de devoir à terme choisir d'une certaine manière entre les États-Unis qui présentent leurs conditions et qui ont demandé à Israël de bien gérer ses investissements, et la Chine comme partenaire économique et financier privilégié? Est-ce que ce n'est pas un dilemme? Écoutez, c'est un dossier qui est effectivement compliqué. Il faut bien comprendre que la relation entre Israël et la Chine se partage dans différents je dirais, chapitres. Le côté par exemple, le fait que les Chinois sont ici en train de construire des ports, des routes, des métros, etc. Cela est finalement une très bonne chose dans la mesure où ils répondent à des appels d'offres. Ils sont aussi efficaces que d'autres pays ou que d'autres venant d'autres continents. Et pourquoi pas laisser les Chinois construire s'ils font un travail qui est efficace, bon marché, et donc cela est favorable à Israël. Je ne pense pas que là se trouve le problème. Avec les Américains, je pense que les Américains comprennent, et les Chinois d'ailleurs comprennent également nos relations avec les Américains. Donc le côté d'investissement dans les infrastructures pour justement moderniser Israël, je pense que là, on va continuer à avoir vraiment une présence chinoise, peut-être qu'elle va un peu se ralentir également, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, effectivement, est dans cette confrontation technologique. En fait, c'est même pas une confrontation commerciale, c'est sur la suprématie technologique. Et là, il y a également tout ce qu'on appelle le domaine des produits qui sont à double usage militaire et usage civil. Et là, Israël n'a pas à choisir. Israël fait partie, je dirais, du camp américain. Et les Chinois, d'ailleurs, le comprennent également. C'est vrai que les Chinois voient en Israël également, je dirais, une source de technologie dans des domaines, par exemple, agricoles, dans les domaines médicaux, mais c'est vrai que dans le domaine de la cybersécurité et dans ces domaines qui sont les domaines à double usage, militaire et civil, là, nous devons faire attention parce que je pense que les relations avec les États-Unis sont tellement étroites, tellement fortes, qu'il ne faut pas mettre en danger nos relations avec les États-Unis, mais il faut quand même continuer à avoir des relations avec les Chinois. La Chine est un pays qu'on ne peut pas ignorer, donc nous allons essayer de trouver le juste milieu et trouver l'équilibre entre maintenir nos très bonnes relations stratégiques avec les Américains, d'un autre côté, ne pas ignorer la Chine et pouvoir développer ce qu'on peut avec les Chinois entre les conditions que je viens de définir. Merci Dan Katarivas pour toutes ces précisions et à bientôt, je l'espère, et bonne journée et bonne santé surtout. Merci.